Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois les nôtres. Vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir. Un journal XXL qui dure donc 19h, plutôt 1h30 et les sujets sont aussi divers que variés. Nous allons parler politique, sécurité pour le plus précis, nous allons parler santé et nous allons parler aussi sport. De façon plus détaillée, les titres sont les suivants. Le commandant des opérations du Théâtre national côté N, le lieutenant-colonel Yves-Didier Bamouni, a animé une conférence de presse, c'était vendredi, pour faire le point des opérations de sécurisation. Nous reviendrons de façon plus large sur cette question sécuritaire avec Amlissi Ouedraogo, capitaine de police à la retraite. Et puis santé. Comment humaniser davantage nos hôpitaux? Question actuelle avec la judiciarisation des prestations dans certains centres. On en parle avec Nouradine Abakar Kanika. Il est médecin directeur adjoint des centres hospitaliers universitaires Renaissance de N'Djamena. Et nous aurons aussi avec lui Sangaré Bibia Robert, ancien directeur général du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Et enfin, sport, qualification Cannes 2023. Le Burkina prend la tête du groupe B après sa victoire étincelante face au Cap-Vert. Claude Romba sera sur ce plateau avec nous pour l'analyser. La première des rubriques pour ce qui est de ce JDS, c'est celle politique. Nous l'annoncions en titre, créé le 4 février dernier par le chef de l'État, le commandement des opérations du Théâtre national côté N a fait son premier bilan officiel face à la presse. C'était vendredi dernier. Au cours de cette conférence de presse, l'armée a rappelé qu'il s'agit de permettre de mieux appréhender les actions menées sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Retour sur ce premier exercice du lieutenant-colonel Yves-Didier Bamouni. C'est un premier point de presse du commandement des opérations du Théâtre national qui vise à faire le point de la situation sécuritaire avec la recrudescence des attaques menées par les groupes armés terroristes dans plusieurs localités. Plusieurs pertes en vie humaine ont été enregistrées aussi bien au sein des FDS que des populations civiles. Pour le commandant des opérations du Théâtre national, ces actions terroristes constituent une représaille face à la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Une montée en puissance qui d'ailleurs a permis la sécurisation de certains axes, la neutralisation de plusieurs terroristes, la reprise du contrôle de certaines zones qui étaient sous influence terroriste, ainsi que le ravitaillement des populations des zones touchées. Il s'agit entre autres de la sécurisation des convois de ravitaillement à destination des villes de Djibo, Pama et Titao. À titre d'exemple, 300 tonnes de vivres, 14 000 litres de carburant, 47 camions de marchandises, des cars de transport, des tricycles, plusieurs motos ont été escortés dernièrement sur la ville de Titao. Nous avons assuré l'évacuation de 70 personnes civiles menacées de Madjouari vers Fada. En termes de sécurisation de la RN3, plus de 171 camions de ravitaillement ont été escortés pour permettre aux commerçants de mener leurs activités en toute sécurité. Même si la situation reste instable dans certaines zones, des avancées sont enregistrées dans plusieurs autres, avec notamment une reprise des activités et un processus de sécurisation que nous essayons de consolider. La priorité actuelle, c'est de maintenir la dynamique en cours afin d'acculer davantage les groupes terroristes qui sont déjà en très grande difficulté dans certaines zones. En fin mai, les opérations militaires ont permis de neutraliser 2 chefs terroristes très influents dans leur zone. Ils figuraient sur la liste des personnes recherchées par l'armée. Tidiane Djibrilou Diko est responsable de plusieurs attaques contre les populations civiles dans la zone de Silgadi dont il est originaire. Il a également planifié et conduit plusieurs embuscades contre les unités militaires sur l'axe Bourzanga-Djibo. Sa neutralisation est intervenue au moment où il s'activait à planifier une attaque contre le dernier convoi sur Djibo. Le deuxième, Sangaré Dembo, figurait sur le trobinoscope diffusé par les forces de défense et de sécurité. Il est la figure numéro 3 sur la liste. Il était l'un des leaders qui ont planifié et mené l'attaque contre la maison d'arrêt et de correction de Nouna dans la nuit du 7 au 8 mai.
Ce rendez-vous avec la presse se veut désormais régulier chaque 2 semaines et a pour objectif de permettre aux populations de connaître l'évolution de la situation sur le terrain. Le commandant invite les populations à continuer à apporter leur contribution dans la lutte contre l'insécurité. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, commandant des opérations du Théâtre National, qui animait donc ce point de presse. Justement, pour parler sécurité de façon plus large, nous avons un invité. Il faut rappeler que le consortium Diaconia, Centre de gouvernance démocratique CGD, National Democratic Institute NDI et PAIR a organisé un dialogue démocratique autour du thème évaluation des 100 premiers jours du président Damiba. C'était le mardi 24 mai dernier à Ouagadougou, et notre invité, Amlissi Ouetraogo, capitaine de police à la retraite, a développé un 3e sous-thème, et c'est bien pour cela qu'on le reçoit. Il est en lien avec le sujet que nous avons abordé en reportage tout à l'heure, et son sous-thème c'était la gouvernance sécuritaire 100 jours après, mais après le coup d'État. C'est ça la réalité. Vous êtes avec nous, Amlissi Ouetraogo, bonsoir. Bonsoir monsieur Ouaha Geoffroy. Voilà, merci de m'avoir reçu sur ce plateau du journal. Et merci de vouloir partager avec moi les informations à votre possession. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve là, au niveau de votre plateau. Et je vous remercie pour cela. Voilà. Évidemment. Et on a besoin que vous éclairez notre lanterne parce que je rappelle que vous êtes capitaine de police à la retraite. Donc les questions de sécurité, vous en savez beaucoup. C'est vrai que tout à l'heure, on écoutait donc le côté qui faisait son bilan, mais ça concerne les 2 dernières semaines en termes d'opération terrain. Mais lorsque vous animiez votre panel sur la thématique de la gouvernance sécuritaire des 100 premiers jours du président Damiba, vous faisiez un bilan. Je voulais qu'on le rappelle déjà ici. Quel est ce bilan que vous faites de ces 100 premiers jours? En fait, il ne s'agissait pas pour moi de faire un bilan, il s'agissait pour moi d'exposer par rapport aux 100 jours passés. Alors, donc, comme vous l'avez introduit, je suis capitaine de police à la retraite, je suis consultant formateur en sécurité et aussi en audit sécuritaire. Alors, donc, par rapport au panel dont vous parlez tantôt, c'était ma modeste contribution justement pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Voilà. Alors, en termes de bilan, je ne dirais pas, mais puisque vous y tenez, alors en termes de bilan, je dirais... En termes de constatation, au moins, pour voilà, c'est en fait en tant qu'observateur que je vais aborder la question, ne faisant pas partie de l'équipe exécutive. Je ne peux pas me prêter à un tel exercice. Voilà, parce que faire le bilan suppose que vous avez reçu un tableau de bord. Alors, n'ayant pas reçu un tableau de bord, je ne me vois pas dans une posture de vouloir faire un bilan. Alors, donc, ceci étant, je vais avec l'œil d'observateur. Allons-y alors. Voilà, Allons-y. vous parlez en termes de bilan, comme le mot vous tient si tant. Oh non, alors, allez-y. je suis partagé entre le sentiment d'optimisme et de pessimisme. Voilà. Optimisme parce qu'effectivement, et comme le lieutenant-colonel vient de le dire, à cela s'ajoutent d'autres victoires. En dehors des victoires dont il vient de parler, il y a eu d'autres victoires sur le terrain qu'il faut saluer au passage parce qu'effectivement, ça et là, les forces de défense et de sécurité mobilisées donc contre la lutte contre la lutte contre le terrorisme abattent un travail au quotidien. Et il faut reconnaître et saluer ces efforts déployés sur le terrain. Voilà. Alors donc, je m'inscris donc sous cet angle-là et je reconnais que ce n'est pas aussi facile. Le terrain n'est pas facile et c'est là-bas qu'il y a un peu le scepticisme dont je parlais tantôt. Alors donc, quand on parle de scepticisme, il y a l'aggravation de la situation sécuritaire pratiquement au quotidien. Alors, et lors du panel, je disais que après le coup d'État, nous assistons maintenant à l'aggravation de la sécurité, de la crise sécuritaire, et qui s'exprime de cette façon. C'est-à-dire, là où les terroristes n'avaient pas atteint, c'est-à-dire les zones où les terroristes n'avaient pas atteint, eh bien, après le coup d'État, on a assisté donc à l'enserrement par les terroristes de ces zones. Je peux parler par exemple de la zone de Bitou, même s'il y a eu une première attaque
ayant coûté la vie à 4 de nos douaniers et aussi un expatrié. Ça, c'était de façon sporadique. Mais après, la zone était pacifiée et il n'y avait pas de terroristes. Mais après le coup d'État, nous avons assisté à l'envahissement donc de la zone de Bitou par des terroristes qui se sont signalés à Waroyogo avec 3 policiers tués et qui se sont aussi signalés à Yangdé où la route nationale 16 a été coupée un après-midi pendant au moins quelques heures pour se livrer à des prêches religieuses à l'intention de la population. Alors, récemment, nous avons assisté malheureusement aussi à l'attaque de la brigade de gendarmerie de Tiogo, le poste de gendarmerie de Tiogo dans le Sanguier. Alors, si ma mémoire ne me trahit pas, je pense que ça doit être la première fois depuis que le terrorisme a commencé dans notre pays que le Sanguier est touché de plein fouet par une attaque terroriste. Alors donc, voilà, et je ne termine pas sans parler aussi du lot des personnes déplacées internes qui se multiplient. Alors, le lot aussi des morts, le lot des blessés. Alors, l'un dans l'autre, eh bien, nous sommes en face d'une situation qui s'aggrave. D'accord. Mais quand vous faites votre diagnostic, vous jetez votre regard, vous dites qu'il faut aller chercher d'abord un peu plus loin. Vous parlez des manques d'anticipation et de cette menace-là depuis l'ère du président Blaise Compaoré. Oui, en fait, j'ai parlé de manque d'anticipation et j'ai parlé de réponse molle. De réponse molle en ce sens que la menace terroriste ne date pas de 2016 où nous avons assisté, hélas, à l'attaque contre Capucino et le Splendid Hotel. La menace se faisait déjà sentir autour des années 2012-2013. En ce moment, la menace était localisée sur nos voisins, le Mali, le Niger, qui enregistraient déjà quelques attaques terroristes sur leur territoire. Au Burkina, la menace était là. Qu'est-ce que nous avons fait à l'époque pour contrer éventuellement l'île terroriste au cas où un de ces 4 matins, nous allons être en plein pied dans la chose? Je ne pense pas que la réponse à l'époque a été à la hauteur de ce qu'il fallait faire. Alors, donc, conséquence, l'île terroriste a pu développer ses tentacules et le territoire a été envahi par ces gars et nous avons assisté donc aux premières attaques dont l'enlèvement du chargé de la sécurité intérieure de la mine de Tambao, M. Julien, le Roumain, le 4 avril 2015. C'était le tout premier acte terroriste perpétré sur le sol burkinabé. Et c'est parti. À partir de ce tellement isolé d'actes terroristes perpétrés sur notre territoire, eh bien, c'est comme si on avait ouvert la boîte à Pandore. Les attaques se succédaient, se multipliaient et violentes les unes les autres, avec leur lot de morts et de blessés. Et lors de ce panel-là aussi, vous disiez que la transition n'avait pas droit à l'erreur. Vous le ramenez à quoi? Le discours de départ qui avait suscité beaucoup d'enthousiasme? Non seulement le discours du départ, mais même le changement. Le changement est intervenu au niveau du régime. Parce que avant le déclin du régime consacré donc par l'avènement du MPCR, le 24 janvier, eh bien, les gens étaient fatigués, les gens étaient déçus. Pourquoi? Parce que chaque jour que Dieu fait, si ce n'est pas des deuils, des décrets de deuil national qu'on signe, c'est des morts qu'il faut déplorer, c'est des blessés. Alors donc, la population dans son ensemble en avait marre, était fatiguée, était déçue. Voilà. Et comme un sauveur, le MPSR a été accueilli à bras ouverts. Et donc, il y avait l'enthousiasme, il y avait l'engouement des premiers instants. Et corroboré donc avec la déclaration ferme de son chef, à savoir le président, le lieutenant-colonel Damiba lui-même, qui a pris langue pour dire qu'il est là pour ramener la sécurité. Face à l'incapacité donc du premier ROC à ramener la sécurité, eux, ils avaient pris leur responsabilité pour faire revenir la sécurité. Alors donc, les gens ont applaudi, et c'était normal, c'était légitime, ça peut se comprendre. Alors donc, l'enthousiasme, l'engouement des premiers instants, comparé donc aux 3 mois passés, aux 100 jours dont on parlait tantôt, alors on constate que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même engouement. Les gens, si il y a à commanditer par exemple un sondage de nos jours, vous verrez que les plus sceptiques seront plus nombreux que les plus enthousiasmants.
Et c'est vrai aussi qu'il y a une question qui est centrale, c'est celle du renseignement. Tout à l'heure, vous disiez un mot, c'est anticipation. Il y a eu des changements qui ont été faits à la tête de notre renseignement. En tout cas, on a vu des nominations. Maintenant, nous, on profane, je le répète encore, on est toujours on a toujours quelques questions. On se demande, mais si le renseignement fonctionne si bien, pourquoi est-ce qu'on a des camps qui sont toujours surpris par des attaques, ou bien comme on a une prison qui est attaquée pour libérer des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre du terrorisme et tout. C'est quoi le problème? Merci encore, Monsieur Vaha. Alors, oui, le renseignement est un élément catalyseur, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Si vous êtes confronté à ce type de guerre, qu'on appelle guerre asymétrique, et que, côté renseignement, vous naviguez à vue, je suis sûr que vous allez enregistrer en tout cas des pertes, vous allez avoir de sérieux problèmes, vous allez avoir de sérieuses difficultés à pouvoir contrer cette menace-là. Alors donc, le renseignement a une place de soi dans la lutte contre le terrorisme. Mais est-ce que seul le renseignement peut faire en sorte que des gens qui sont en détachement, en position de détachement, puissent être prévenus à temps et faire en sorte de ne jamais être surpris? Ça, je veux bien savoir, mais est-ce que c'est la question? Je pense que la réponse va résider dans l'occupation du terrain. Une chose est d'avoir des renseignements que des gens vont venir vous attaquer, mais une autre chose est d'occuper son terrain de sorte que ce ne soit pas possible pour quelqu'un de venir vous surprendre. Déjà, à une certaine distance raisonnable, vous êtes alerté, ou en tout cas l'ennemi est repéré. Et sitôt c'est fait, mieux ça vaut pour le contrer. Mais si il n'y a pas ce mécanisme et que tout le temps c'est la surprise, on a dit qu'un homme surpris ne vaut plus rien. Et c'est vrai, si vous êtes surpris, le réflexe de survie, comment faire pour rester en vie et tout ça, le temps de réaliser tout ça et commencer à rentrer dans le combat, c'est trop tard. Parce que ça va vite. Et justement, on a vu que dans certaines zones du Burkina, dans certaines parties, il y avait été instauré des couvre-feux. On s'est dit que c'était pour limiter certains déplacements à des heures où beaucoup d'attaques étaient enregistrées. Et il y a eu la volonté, en tout cas c'est ce que les Burkinabés avaient en termes d'impression, de cet état d'urgence-là qui pourrait être étendu sur tout le territoire. Est-ce que ça c'est efficace? Oui, vous parlez de couvre-feu, vous parlez d'état d'urgence ou de couvre-feu? Je reviens sur le couvre-feu d'abord. C'est vrai que les restrictions sont nombreuses et elles sont graduelles. Le couvre-feu est un moyen par lequel l'autorité peut agir par rapport à une situation sécuritaire donnée. Si la nature de la situation sécuritaire est telle que ça menace, c'est un péril pour la vie des citoyens de la zone. Et c'est normal que l'autorité administrative puisse prendre, ça relève même de ses prérogatives, qu'il puisse prendre de telles mesures pour que se charger donc de la lutte contre le phénomène sur le terrain puisse avoir les coups de frange et pouvoir mener à bien leurs opérations. D'accord. C'est vrai que lors du panel, il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites, mais il y a une question qui est restée sur les lèvres de plein de Burkinabés. Il y a eu des manifestations même là-dessus. C'est la question du choix du Burkina en termes de coopération. On a toujours entendu nos autorités dire on coopère avec tout le monde. Il y en a qui disent apparemment avec la Russie, ce n'est pas aussi accru comme ils le veulent. Aujourd'hui, quel est votre regard sur cette question-là qui est mise sur la place publique? Enfin, je ne suis pas dans la polémique du choix de tel ou de tel partenaire. Moi, je suis plutôt pour le choix d'un partenaire qui va nous aider à s'équiper, c'est-à-dire à acquérir le matériel nécessaire, les moyens logistiques nécessaires en termes d'armement sophistiqués et autres, pour être équilibré, c'est-à-dire augmenter notre puissance de feu, être indépendants nous-mêmes. Voilà, être indépendant pour pouvoir nous défendre, n'est pas attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire à notre place. Voilà, et être équilibré par rapport à ceux qui nous tombent dessus. Alors donc, de ce point de vue, je ne suis pas pour X partenaire ou Y partenaire. Je sais seulement que il y a un adage aussi qui le dit, que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné.
Alors donc, si vous avez un partenaire qui ne fait pas votre affaire, il vous est loisible de faire le point, de marquer une halte, faire le point et de savoir est-ce que ça vous rend service. Est-ce que c'est important pour vous? Si c'est important pour vous, vous continuez. Si ce n'est pas important pour vous, mais vous laissez, vous voyez ailleurs, vous allez vers d'autres horizons. C'est pas plus compliqué que ça. Alors donc, moi, je suis pour que nous puissions être indépendants. Qu'on puisse compter sur nous-mêmes, nos propres forces. Alors, si vous, par exemple, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, c'est bien, la personne peut venir vous aider, à cœur ouvert. Mais en contrepartie, c'est comment? Vous allez le regarder comme ça? Il n'y a rien sans rien, je vous le rappelle. C'est clair. Dans ce monde-là, il n'y a rien sans rien. Alors donc, moi, je suis pour que nous puissions compter sur nos propres forces. Et que, pour ce faire, qu'on puisse avoir l'armement, si c'est le cas, si c'est le problème qui se pose sur le terrain, qu'on puisse avoir l'armement. Si c'est le moyen matériel, logistique et autres, qu'on puisse aussi les disponibiliser aux forces qui opèrent sur le terrain afin qu'on puisse contrer efficacement ces messieurs qui nous tombent dessus. Je rappelle que vous êtes capitaine de police à la retraite, Amnesty Ouedraogo. Ce sera ma dernière question, justement. On va recentrer sur nos forces. Parce que vous disiez, la question de coopération, vous n'êtes ni pour X ni pour Y, pour peu que nous puissions avoir ce que nous voulons. Justement, sur la question de nos forces, vous avez abordé la question de la cohésion. Vous dites qu'il faut une cohésion entre les différentes entités. Vous êtes capitaine de police à la retraite. Je pense que vous savez de quoi vous parlez. Il y a un problème? Non, dire qu'il y a un problème, il n'y a aucun problème. Mais entre les forces armées nationales. Quand je fais un tel appel, je le fais de tous mes voeux. Parce que c'est parti d'un constat. Est-ce que seul on est fort? Seul on n'est jamais fort. C'est dans la fédération de nos intelligences et de compétences, notamment je fais clin d'œil aux 3 grosses entités de la sécurité d'État, voilà, que sont l'armée nationale, la gendarmerie nationale, la police nationale. Alors les 3 forces-là engagées ensemble dans un processus de commandement opérationnel intégré, commandement unique intégré, et que chacun a un rôle à jouer, qu'on prenne le soin d'abord d'augmenter la puissance de feu des uns et des autres, pour ceux qui n'en ont pas, voilà, ou qui n'en possèdent pas, chose. Alors, donc, si c'est le cas et que on arrive à réunir ces 3 grosses entités et qu'on décide de mener une opération commune en ciblant par exemple une région, en ciblant par exemple une province, où en tout cas c'est considéré comme l'épicentre des terroristes, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire bouger les lignes assez sensiblement. J'ai foi et je connais la détermination des hommes qui sont dans les rangs. On va terminer justement avec ce message-là qui est celui, on va dire, plein d'envie pour un lendemain meilleur. Merci bien en tout cas à Amnesty Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. Je rappelle encore que vous êtes capitaine de police à la retraite. Nous allons passer à un autre reportage, mais on reste toujours sur la question sécuritaire et ses conséquences, notamment dans le secteur des mines. Et nous avons donc sur ce sujet les appréciations de l'ORCAD, Organisation pour le renforcement des capacités de développement, et l'économiste du Faso. En 2019, les mines ont payé à l'État burkinabé plus de 160 milliards de francs CFA. Des revenus nets générés par le secteur minier industriel passent en 2020 à plus de 237 milliards de francs CFA. En 2022, l'État pourrait tirer des mines plus de 400 milliards de francs CFA. Des chiffres ici rapportés par Jonas Yen, directeur des programmes de l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD. Une manne financière qui pourrait connaître une baisse au regard de la situation actuelle du secteur minier marqué par la suspension des activités ou la fermeture de certaines mines. C'est le cas par exemple de la mine de Inata qui a mis la clé sous le paillasson en raison de la situation sécuritaire. Les chiffres que je viens de vous donner, c'est sûr que quand on va finaliser les données de 2021 ou 2022, vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir une baisse. S'il n'y a pas une autre mine qui est entrée en production entre-temps et qui a fait de bons chiffres d'affaires. Donc ça peut baisser, comme ça peut aussi être à la hausse. De Yuga a fermé pour des raisons de sécurité, et ça c'est pour les sites du groupe Avesuro, ils avaient 3 sites qui sont en train de fermer pour des raisons de sécurité. Taparco vient de fermer pour des questions de sécurité. En 2020, on était à 62 tonnes. Si on enlève la production
annuel de ces deux mines, ça veut dire qu'en 2021 ou en 2022, surtout en 2022, on sera en deçà, sauf si les autres mines augmentent leur production pour essayer d'équilibrer. Si les années antérieures, cette manne financière a pu être obtenue et fait des mines un secteur stratégique en termes de recettes pour l'État, les prévisions de 2022 pourraient être difficiles à atteindre, et cela du fait de la suspension des activités de certaines mines. La dernière en date, celle de la société minière de Taparco, Somita. La raison principale, la question sécuritaire. Une suspension de ces activités qui pourrait engendrer un manque à gagner pour le budget de l'État. Le poids en eau, c'est-à-dire le tonnage, va probablement diminuer. Et s'il diminue, il y aura forcément une incidence sur les recettes directes pour l'État. Tout dépend aussi de l'évolution de l'once d'or. C'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être une production nationale en baisse, mais si l'once d'or continue sa tendance très haussière, on peut compenser en termes de recettes directes. Nous perdons beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de flux, ce qu'on appelle les flux de paiement, les différentes taxes, les différents impôts que les mines paient, que celles qui ont fermé ou qui ont suspendu leurs activités ne pourront plus payer. Donc ça veut dire quelque part forcément il y a une diminution des recettes de l'État. Une perte qui aura forcément un impact sur l'économie nationale. Toutefois, cela pourrait être compensé à travers des mécanismes de perception sur d'autres secteurs d'activité. La vision sera en ce moment de demander l'accompagnement des populations en augmentant les taxes douanières et impôts, à en croire Abdoulaye Tao, directeur de publication du journal L'Économiste du Faso. Pour Jonas Ien, il faut assurément d'autres sources de recettes pour combler le manque à gagner. Mais il faut aussi de la part des dirigeants une culture de bonne gouvernance. On pourrait penser par exemple qu'avec l'augmentation du prix de l'essence, ça fera de l'argent supplémentaire. L'État pourrait aussi explorer d'autres niveaux. Quand vous êtes face à des situations pareilles et que le citoyen se rend compte que la gouvernance est bonne, la gestion des ressources de l'État est bonne, quand on est face à des difficultés pareilles, et que l'État s'engage à chercher l'argent ailleurs, les citoyens l'accompagnent le plus facilement possible. On peut améliorer par exemple la perception des autres types d'impôts et de taxes, notamment la TVA, les impôts sur la fortune, etc., les différents types d'impôts et de taxes. On peut améliorer par exemple les impôts au niveau de la douane, enfin les impôts et taxes, les droits de douane, on peut améliorer pour essayer de compenser. C'est possible. Mais en attendant, il faudra trouver une réponse durable à cette question d'insécurité qui impacte négativement sur l'activité minière au Burkina Faso. Pour Abdoulaye Tao et Jonas Ien, l'État burkinabé et les sociétés minières doivent conjuguer leurs efforts pour la sécurisation des mines. À cet effet, le président du Faso a reçu une délégation de la Chambre des mines du Burkina Faso au palais de Kossia pour évoquer la préoccupation. C'était le 12 avril dernier. C'était donc la première partie largement politique de ce JDS. On passe à celle santé. Santé, on parlera de l'hôpital. Ça va paraître naturel. L'hôpital qui a bien mué, celui qui, des anciens âges, à vocation humaine, est devenu celui de critères de performance aujourd'hui, celui du droit des malades, de la sûreté des soins, du management même des hôpitaux. Il y a des questions qui deviennent alors centrales. Accueil, communication, humanisation à l'hôpital et dans les services de santé. C'est très intéressant de l'aborder et nous avons des personnes de ressources sur ce plateau pour aborder ces questions-là. Je m'en vais vous les présenter. D'abord, Sangaré Bibia Robert, ancien directeur général du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et l'autre visage, c'est Nouradine Abakar Kanika, qui est médecin directeur adjoint du CHU et Renaissance, donc centre hospitalier universitaire Renaissance de N'Djamena. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis, il y a le visage bien connu au JDS, David Nana. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Vara, c'est un plaisir. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. J'ai dit, l'hôpital, aujourd'hui, il a vraiment changé. Il a beaucoup changé. Et
relativement à cela, vous avez décidé d'aborder la question de la communication, de l'immunisation à l'hôpital et dans les services de santé. Pourquoi cette thématique-là aujourd'hui? Bien, merci. Je voudrais remercier une fois de plus 3TV qui nous donne l'honneur et l'occasion de parler des problèmes de l'hôpital, puisque je me rappelle que j'étais déjà venu ici en compagnie de l'ancien ministre Charlemagne Ouedraogo et de l'anesthésiste Traoré pour parler des problèmes d'équipement des formations sanitaires des hôpitaux au Burkina Faso. Alors effectivement, nous sommes à la veille d'une rencontre sous forme de formation sur le thème accueil, communication et humanisation à l'hôpital. Parce que vous aurez remarqué qu'effectivement, il s'agit là de paramètres qui sont de plus en plus sujets à des vraiment récriminations assez violentes des opinions nationales dans nos pays africains. Et historiquement, du fait que les hôpitaux étaient réservés aux indigents, c'est-à-dire vous y venez, vous ne contribuez à rien, donc voilà, c'était des œuvres philanthropiques. Donc, bon, les malades se contentaient d'accepter tout ce que de subir, bon, et puis les gens soignaient avec les moyens de bord. Mais avec l'évolution de nos États, de la science médicale et des formes de gestion et de management, évidemment, les prestations médicales, du fait qu'elles sont devenues payantes aussi, sont devenues des prestations à partir desquelles les usagers, si je veux parler des patients, attendent des résultats. Donc, les malades aussi ont acquis des droits. Ce n'est plus comme avant, vous venez vous contenter. Donc, le malade a acquis des droits. Donc, de la même manière, à l'instar de tous les services, les notions aujourd'hui de qualité des prestations, les notions de performance d'un point de vue de la gestion financière, et les notions de résultats aujourd'hui sont intégrées à la gestion et au management des formations sanitaires, à l'instar des entreprises privées qui travaillent pour atteindre des résultats performants en vue de dégager un bénéfice, même si c'est uniquement financier. Mais au niveau des hôpitaux, il s'agit de sauver des vies humaines, il s'agit de guérir au maximum les malades, il s'agit de savoir prendre aujourd'hui en charge le maximum de pathologies, allant des plus simples aux plus complexes. Donc, de plus en plus, effectivement, l'hôpital aujourd'hui doit se comporter selon un certain esprit qui va dans le sens d'abord, de l'importance qu'on accorde aux patients en tant qu'être humain. Et vous savez, la qualité d'une prestation, quel qu'il soit, commence par le premier contact. Si déjà au premier contact, c'est-à-dire avec l'entreprise à travers son premier agent, déjà l'usager qui arrive est mal accueilli ou perçoit mal, ça veut dire que tout le reste, toute la suite aussi risque de se passer mal. Et de la même manière qu'aujourd'hui, un malade ne se contente plus de subir. Donc, il faut savoir communiquer avec lui. On dit dire et savoir dire au malade. Et enfin, on parle d'humanisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui ont fait l'objet de beaucoup de débats. Par exemple, en France, très durement, où on pense que... Pourquoi l'humanisation? Parce qu'on a l'impression que quand vous êtes malade, vous perdez tous vos droits d'être humain. On vous dévalorise totalement, c'est comme si vous n'avez plus le droit d'être traité comme quand vous étiez bien portant. Comme si le fait d'avoir été malade fait de vous un sous-homme. Donc, du coup, ça fait l'objet de débats. C'est comme certains, on se contente de dire que c'est un domaine social, donc c'est comme parce que vous êtes malade. Par exemple, on n'a pas le droit de bien manger, de bien vous nourrir, de bien vous loger, etc., sous prétexte que c'est pour un secteur social. Non. Donc, on doit respecter votre dignité et tout. Ce dont vous avez droit quand vous êtes bien portant, vous devrez avoir droit, même quand vous êtes malade. Donc, c'est pourquoi, à la lumière des derniers événements que nous avons tous suivis, au Sénégal, d'abord au Burkina ici, avec l'affaire des 3 agents de Koupela, au Sénégal, on a vu, c'est bien beau, on peut sacrifier des petits agents de santé
on peut sacrifier le DG de l'hôpital, on peut même sacrifier le ministre de la Santé, mais ça ne résout pas le problème. C'est des dimensions que nous devons prendre en compte et intégrer dans notre politique publique de santé et dans notre politique managériale des structures de soins. C'est pour ça que nous avons proposé cette rencontre entre acteurs et des participants vont venir de l'extérieur, à commencer par notre frère et ami du Tchad, directeur adjoint des soins du chercheur de la Renaissance de N'Djamena. Bon, les Sénégalais s'étaient inscrits, mais par rapport à ce qui vient de se passer, ils viennent de malheureusement les regrets. Et d'autres pays tels que le Togo, on dit après ça, ils souhaitent que nous nous déportons sur place pour leur permettre de réunir un grand nombre, parce qu'ils estiment que le thème est important. Donc aujourd'hui, l'accueil, la communication et l'humanisme sont des dimensions que nous devons intégrer dans le management de nos hôpitaux. En Afrique, bien sûr, et au Burkina en particulier. Voilà donc l'objet de notre rencontre qui commence demain à l'Hôtel Pacifique. D'accord, je vais revenir vers donc, votre invité, d'ailleurs, qui est directeur adjoint du Centre hospitalier universitaire Renaissance de N'Djamena. Tout à l'heure, vous rappeliez les cas du Burkina et du Sénégal. Et au centre, il y a la question de l'homicide involontaire. Quand quelqu'un va vers l'hôpital, c'est pour sauver sa vie. Et quand on a pareil manquement, bon, nous on est des usagers, hein, on est demandeurs de vos services, mais comment on se l'explique? Je viens vers vous. Okay, bon, merci M. Bra. En fait, on dit l'accueil et la communication font partie, contribuent à 50% de la prise en charge du patient. Je m'explique. Un patient bien accueilli, bien orienté, bien informé, il est satisfait de la prise en charge, quelles qu'en soient les dimensions. Je vais m'expliquer par rapport au cas au Tchad. En fait, dans les années passées, on a des plaintes, que ce soit dans les réseaux sociaux, quand ce soit de bouche à l'oreille, des plaintes à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Pourquoi tout ça? Nous, les managers, il faut qu'on trouve des solutions pour pallier à ces problèmes. Un patient qui est admis à l'hôpital doit être toujours satisfait. On a mis en place avec le ministère un bureau de coordination d'accès aux droits des patients dans chaque hôpital. Dans chaque hôpital, dès que tu entres à l'entrée des services des urgences, il y a un bureau de coordination de droits d'accès des patients. Ils ont les chartes affichées au vu de tout le monde. Là, le patient, quand il vient et qu'il voit son droit est bafoué, il fait directement une fiche d'événement indésirable déposée au niveau au bureau de la coordination d'accès aux droits du patient ou soit chez le chef de service. Si le problème est réglé au niveau des services, tant mieux. Au cas contraire, le bureau de la coordination d'accès aux droits des patients étudie le dossier, oriente vers la direction concernée. Si c'est un médecin, c'est vers la direction médicale. Si c'est un infirmier, vers la direction des soins. Arrivé à notre niveau, nous on étudie, on donne une demande, une fiche de recadrage à l'agent. S'il s'améliore, tant mieux. S'il y a des plaintes récurrentes sur le même personnel 2 ou 3 fois, nous, on passe à une demande d'explication et l'entretien disciplinaire et les sanctions vont venir derrière ça. D'accord. Une question? Oui, justement, tout ce qu'on évoque, ce sont des réalités qu'on vit au quotidien, mais parfois aussi, est-ce que, j'ai envie de dire, le problème ne se trouve pas ailleurs? C'est vrai que le malade, il a droit à être bien accueilli, mais est-ce que parfois aussi la charge du travail dans nos centres sanitaires ne pose pas problème? Je sais que, je n'ai pas les chiffres, mais quand on prend le cas de l'hôpital Yalgado, je parle sous votre contrôle, la maternité, une femme pouvait faire accoucher une sage-femme pouvait faire accoucher plusieurs femmes en même temps, ce qui n'est pas forcément recommandé dans votre secteur. Est-ce que cela aussi ne contribue pas à ce que ce climat soit dégradé? Oui. D'accord, oui. C'est des paramètres. Justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ces problèmes qui reviennent, il faut avant, on les traitait de manière accessoire.
se préoccuper du bon accueil, les gens se disent mais c'est quoi? La première fois que je suis arrivé à Yalagado, qu'on a commencé, c'est vrai qu'il y a eu des cas, mais on avait pris ça à un niveau accessoire. On se disait, bon, même dans la formation, on sensibilise les agents de première ligne qui sont les filles et garçons de salle, etc. Mais on n'avait pas mesuré la dimension pour les intégrer même au niveau conceptuel dans la politique de management et de gestion des sport. Donc, un accueil, c'est quoi? Vous avez l'environnement, effectivement, le cadre du travail, c'est tout ça. Et puis, le comportement des hommes. Même au niveau professionnel. Je ne pense pas, je n'ai pas le curriculum de formation de l'École nationale de santé ici. Est-ce qu'on intègre ça même? Qu'est-ce que c'est que d'abord l'accueil à l'hôpital, l'importance, etc., dans les formations, dans les différentes formations du personnel de soins. Je ne sais pas si c'est des trucs qu'on fait sur le tas, selon l'inspiration du manager ou des autorités en charge de la santé du moment. Donc, mais à la lumière de plus en plus des droits des citoyens et des malades qui se renforcent avec les conséquences que les derniers événements viennent de montrer, il va falloir qu'on intègre, et l'accueil justement c'est pour tenir compte des conditions de travail qui vont permettre effectivement que les agents, lorsqu'ils sont surmenés par des conditions de travail, que ce soit en nombre ou bien l'environnement, naturellement, en tant qu'être humain, à un moment donné, ils peuvent être effectivement, par l'effet de la fatigue, être tombés dans une nervosité et avoir des attitudes qui, effectivement, malheureusement, sont préjudiciables aux malades. Sauf que s'il y a un problème, c'est le pauvre agent qu'on va taper sans tenir compte du contexte de tous les éléments qui, je crois que un peu... Justement, moi, je vais me retourner vers votre invité venu du Tchad, parce que c'est des expériences aussi on veut bien avoir. Très souvent, en tout cas, je pense que vous n'allez pas me contredire, quand on arrive dans un hôpital, il y a beaucoup qui vous diront la même chose, on est très mal accueilli. Alors que le premier contact, il est quand même déterminant. Est-ce qu'au Tchad, c'est aussi fréquent? Ça, c'est une triste réalité un peu partout en Afrique. C'est une triste réalité. Mais nous, pour tout usager qui passe à l'hôpital, des urgences vers l'hospitalisation, qui se séjourne pendant 24 ou bien 48 heures, à la sortie, on lui donne une fiche de satisfaction. OK. Chaque fin de mois, nous, on fait nos analyses et on fait des recommandations. Le point fort, on a. Les points faibles à améliorer, on en aura. Donc, vu ça, on a quand même amélioré beaucoup de choses. Il y avait un nombre insuffisant entre-temps aux urgences. On avait renforcé l'équipe des urgences. On a fait de telle sorte que dès qu'un patient arrive aux urgences, la porte d'entrée, on a une infirmière avec un aide-soignant qui est là, qui sont là pour uniquement accueillir ce patient et les paramétrer. D'accord. Ça, c'est leur job. Accueillir le patient, les paramétrer, on les transfère directement dans un box d'examen. Une fois dans le box, le médecin vient faire l'examiner. Une fois examiné, il y a un autre infirmier qui va venir faire les soins. Okay. Chaque secteur, on a mis des agents qui sont là, qui font une tour de ronde en fonction du roulement. Donc, on a quand même pu un peu améliorer vraiment en termes d'accueil. D'accord. Voilà. Moi, je vais revenir parce qu'on a un directeur général, un ancien directeur général de Yalgado. Vous savez toutes les critiques qu'il y a eu sur Yalgado. On n'a pas besoin de le rappeler ici sur le plateau. Tout à l'heure, je parlais de l'accueil, mais il n'y a pas que l'accueil. On peut être souriant et tout, mais après, il y a un médecin qui vous reçoit. Quelquefois, vous avez l'impression qu'il ne vous écoute même pas, il est en train de faire autre chose. Vous êtes en train de parler de votre mal. Vous ne sentez pas une discussion entre vous et celui qui vous ausculte, ou bien celui qui est chargé de s'occuper de vous. Et ça, comment est-ce que ça peut s'appeler aussi? Ça, c'est mauvais accueil. Non, c'est tout ça que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans la logique de l'ancien de l'hôpital où c'est les soignants qui le mettent incontesté. Et or, avec l'évolution, non, il faut justement, même le malade, pouvoir même, à la limite, lui expliquer sa maladie sans le paniquer, sans le démoraliser. On ne doit pas effectivement avoir vis-à-vis du malade une attitude, justement comme vous l'avez bien dit. D'abord, le malade, il faut considérer qu'au-delà de la blessure physique, par exemple, qu'il a, il est malade dans tout.
son corps dans sa tête et tout. Donc quand il vient à l'hôpital, c'est pour être remis en confiance. Parce que quand vous êtes malade, vous venez à l'hôpital, vous vous dites peut-être, est-ce que ce n'est pas la mort qui tourne autour? Donc si vous attendez que l'agent de santé vous dise au moins que bon, vous inquiétez pas, ça va aller, machin. Et quand nous disons, c'est la première, justement, c'est les médecins et qui sont personnel cadre quand ils reçoivent un malade. C'est eux qui doivent savoir faire la bonne communication, donner le plus d'assurance au malade, le mettre en confiance. Maintenant, si objectivement on arrive aux limites de la science médicale et qu'on n'a pas pu sauver le malade, ça c'est tout à fait normal parce que pour le moment, comme l'a dit un éminent professeur de Elgado, il dit bon, écoutez, c'est malheureux, mais c'est malheureusement là où on soigne que aussi parfois on meurt. Donc, mais l'essentiel c'est qu'on démontre que tout a été fait pour sauver la vie du malade quand il vient à l'hôpital. Donc, dans la communication, effectivement, c'est très important la manière dont les médecins s'adressent aux choses, même si le dernier mot lui appartient. Et il faut que le malade sente que c'est pas parce qu'il est malade que vous ne le respectez pas. Il ne faut pas le blesser dans sa dignité et dans son honneur. Il faut respecter sa vie privée, etc., etc. Mais les mettre en confiance, l'amener à coopérer à l'acte de soins. Donc, c'est ça. Donc, votre remarque est juste. Mais il y a aussi des médecins qui sont très bien, qui savent vraiment s'entretenir convenablement au patient de manière à pouvoir lui structurer le maximum d'informations sur son mal pour pouvoir établir le bon diagnostic et la bonne thérapie. Moi, je vais toujours sur les questions structurelles, parce que le cas que nous évoquons est très important parce que ça y va du développement humain. Quand on n'est pas bien pris en charge à l'hôpital, ça y va. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question du curricula. J'ai même envie d'aller un peu plus loin. Est-ce que notre système de recrutement de ces agents de santé ne pose pas problème? Je m'explique un tout petit peu. Alors, c'est peut-être un abus, peut-être que je me trompe, mais on voit très souvent, écoute, Grouille, tu vas avoir ton BPC, on va t'inscrire dans un centre de santé pour qu'après tu te retrouves à soigner des personnes. Est-ce qu'on ne devrait pas y aller? Peut-être revoir, vous avez dit qu'il y a le cas indigent, mais on sait aussi qu'à l'époque, celui-là qui était médecin, c'était pas n'importe qui, celui-là qui était dans le centre de santé, c'était un sacerdoce, c'était à la limite un sacrifice. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le formulaire de recrutement de nos agents de santé? Bon, non, c'est sûr que vous aurez remarqué que ces derniers temps, on a relevé même le niveau, effectivement, déjà du recrutement. Parce que effectivement, même par le passé, vous aurez remarqué qu'on appelait les premiers agents de ligne, et ils ont trouvé la bonne appellation aussi. Aides-soignants. Ici, on les appelait des brancardiers. Donc, ça veut dire que c'est comme un travail de docker. Mais aujourd'hui, en France, on les appelle des auxiliaires de santé. Ça veut dire que ce personnel de première ligne, par exemple, il faut relever le niveau parce qu'ils apportent une qualité à la prise en charge du patient. Donc, ce que vous dites, c'est effectivement le problème. Non seulement c'est j'allais dire, adapter le niveau de la formation du personnel, de tous les niveaux, allant de l'agent de première ligne, c'est-à-dire l'aide-soignant, jusqu'aux choses. Il faut revoir effectivement les améliorations à apporter et dans les curricula, intégrer justement ces nouvelles dimensions. Parce que vous le voyez bien, l'opinion nationale aujourd'hui, avec tout ce qui vient de se passer, vous avez vu. J'ai suivi suffisamment les événements du Sénégal. Tout le monde, c'est l'accueil, les gens sont descendus en flammes, c'est quoi? Les gens se plaignent de mépris, d'inconsidération, de ceci. Donc, il faut amener, donner vraiment la prise en compte que l'être humain est sacré et sa vie aussi est sacrée et qu'il a droit au respect, quel que soit momentanément sa situation de santé. Donc, je pense que votre remarque est juste et que les décideurs qui nous suivent peut-être pourront effectivement améliorer et relever le niveau de formation des agents et en prenant en compte surtout les nouvelles dimensions qui doivent être impliquées dans la gestion et le management des hôpitaux. Et lorsque nous nous rendons dans des hôpitaux, il y a clairement un genre de différenciation qu'on fait dans le ressenti. Quand vous allez dans le public, tout ce dont nous parlons aujourd'hui, ça se ressent assez souvent. Mais le même médecin ou bien les mêmes personnes, quand vous les retrouvez dans le privé, c'est vraiment tout sourire qu'on vous accueille. Est-ce que ce n'est pas le Dieu argent à la fin qui reste déterminant? Ben oui, bon, de toute façon,
la mentalité dans le privé, les services publics, c'est pas la même chose. Bon, c'est vrai que progressivement, pour diverses raisons, le sens du service public tend à se perdre malheureusement. Et pour plusieurs raisons, vous avez des médecins qui sont dans le public. C'est ça. Et dans le privé, ou bien qui sont propriétaires de leur propre clinique. Et, bon, du coup, effectivement, bon, comme on dit, une clinique privée, c'est vrai, c'est une clinique, ça soit, mais c'est une entreprise. Tout à fait. Bon, donc forcément, l'attitude que les gens peuvent avoir là-bas, bon, par rapport, c'est regrettable, mais il faut le reconnaître que par rapport à l'attitude dans l'hôpital public, bon, malheureusement, on constate effectivement des écarts. Mais aussi, vous aurez constaté des écarts dans le prix de la prestation. Bon, pour une consultation à Yalagado, en tout cas, quand j'étais là-bas, bah, c'est 2000 francs que vous payez pour voir un médecin, même les spécialistes. Mais vous allez aller dans la clinique privée, le minimum, c'est dans certains cas, maximum 7 000, 10 000. Voilà, une moyenne de 10 000. C'est ça. Sinon, vous allez 15 000, 20 000. Bon, bien sûr, avec certains nouveaux hôpitaux construits, bon, il y a un peu de relèvement à leur niveau par rapport à Yalagado, c'est le cas peut-être de Tengandogo et autres, mais la réalité est là que les gens se disent aussi, bon, si vous payez la consultation à 2 000 francs, là aussi, il faut que nous soyons réalistes. Le problème au Burkina, c'est que les gens pensent que le social ne doit pas s'adapter à l'évolution de la vie. Figurez-vous que les tarifs de Yalagado datent de 1991 par Kiti, à l'époque, c'est-à-dire sous la Révolution. Vous voyez? Alors, de là-bas à maintenant, et les salaires du personnel, et les consommables, et les équipements, il est clair que leurs coûts sont passés du simple peut-être 10 fois plus. Bon, on peut rester toujours dans le social, mais quand même, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître aussi que nulle part vous n'allez consulter un médecin spécialiste à 2000 francs. Moi, ça m'amène à poser cette question. Justement, on fait une formation à l'endroit de ce personnel-là qui va peut-être adopter une certaine communication. Est-ce qu'on ne peut pas aussi parfois faire usage de la musique coercitive? Tout à l'heure, lui, il a évoqué les fiches au Tchad. Est-ce que la culture aussi de dénoncer ces médecins et que la justice puisse faire son coup aussi ne pourrait pas contribuer? Parce que si dans un service vous avez un problème avec celui qui vous reçoit en premier et que vous partez voir son supérieur et que ça ne change rien, mais demain il risque de continuer. Ou même si au niveau de son supérieur on saisit la justice et que rien n'est fait, ça va continuer aussi. Bon, je peux dire oui. La communication, tant qu'on se communique, on va toujours s'améliorer. En ce qui concerne, je prends l'expérience du Tchad. On a eu beaucoup de problèmes, beaucoup, mais avec la communication et certaines sanctions, on a quand même eu à améliorer ça. Donc, tout récemment, on a reçu des plaintes d'un usager. Voilà, un agent qui s'est mal comporté contre. Directement, quand j'ai reçu le dossier, j'ai dit au monsieur de me faire une fiche d'un événement indésirable. Une fiche d'un événement indésirable. D'accord. Une fois fait, j'ai pris la fiche, j'ai appelé l'agent, je lui ai donné une demande d'explication. Il s'est expliqué, j'ai fait mon rapport, j'ai remis le dossier au niveau des ressources humaines. On a fouillé le dossier de l'agent. Il y avait tout un lot de dossiers, des fiches, des plaintes. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Pourquoi on n'y a pas sanctionné cet agent? On avait sanctionné, mise à pied 10 jours. Après mise à pied, licenciement. Carrément. Parce que c'est à peu près une dizaine de plaintes qui sont documentées. Et tant qu'on ne prend pas de sanctions, on ne va jamais s'améliorer. Mais sur ce chapitre-là, est-ce que ça ne sera pas une pression aussi un peu sur le personnel? Parce que quelquefois on a envie de travailler aussi dans
dans un espace où il n'y a pas comme une épée de Damoclès sur votre tête. Ça veut dire que arriver à 5-6 personnes qui ne sont pas contentes de vous, c'est sûr que vous allez, ça vous met en insécurité. Il faut savoir que il faut être professionnel dans son travail. Ok. Il faut être professionnel dans son travail. Il y a des gens qui font leur travail, qui sont appréciés par tout le monde. Il y a des gens qui viennent pour juste valider le mois, à la fin trouver leur salaire. C'est ça le mot. Et ça, de nos jours, ça ne doit pas marcher. Soit tu viens du travail, soit tu restes à la maison. D'accord. La dernière question, je vais revenir vers vous, parce que c'est la question de l'accueil qui est centrale, la communication, l'humanisation à l'hôpital. Quels sont les grands axes qui seront donc abordés pour terminer, pour cette formation-là? Alors, pour cette formation, effectivement, nous avons, comme je vous le disais par le passé, on traitait ça à un niveau du personnel de première ligne. Mais cette fois-ci, par exemple, les participants, c'est vraiment du personnel cadre des hôpitaux. Pour que chefs de services cliniques ou médico-techniques, directeurs d'hôpitaux, pour que justement, on puisse donc, ça va se passer autour des 3 sous-thèmes. Donc, comme toute action de formation, donc avec des débats après des exposés en PowerPoint sur d'abord le thème général et puis par les différents formateurs 3 et puis le débat général sera initié par le professeur Aruna Ouedraogo, qui est directeur des services médico-techniques de Yalagado. Et puis les autres personnes sont des spécialistes quand même, des anciens DG d'hôpital. Je voulais dire, ce que vous avez dit, même à Yalagado, nous avons eu à sanctionner des agents. Moi, personnellement, sur mon mandat, je crois que j'en ai licencié au moins 3 ou 4 pour justement certaines fautes. Mais maintenant, vous connaissez notre administration, c'est la procédure à respecter. C'est ça. Voilà. Mais lorsque les faits sont établis, par exemple, j'ai eu à licencier une fille et un garçon de salle qui a fait les poches d'un accidenté. Quand il a beau essayer de dire non, c'est parce qu'il avait un problème, parce qu'en transportant un malade entre les urgences traumatologiques, pour l'amener en imagerie pour un examen. Il a fait les poches du malade et quand on l'a déshabillé pour faire le scanner, le malade, quand il a pris conscience, il a dit non, mais moi j'avais de l'argent dans ma poche, c'était temps, et puis quand après j'ai trouvé que ma carte d'identité, mais l'argent a disparu. Bon, on a coincé l'argent jusqu'à ce qu'il a reconnu les faits. Mais un tel agent, par exemple, quand j'ai dit bon, on respecte la procédure, lettre d'explication, machin, conseil de discipline, il est passé par toutes les relations qu'il y a pour qu'on vienne me voir pour dire, même son papa est venu, j'ai dit, non, Baba, je vous respecte beaucoup, mais même si c'était 25 francs qu'il avait enlevé, le contexte dans lequel il a fait cet acte-là, je suis profondément humain, mais je ne peux pas tolérer une telle chose. Donc, c'est dire que quand les faits sont prouvés. Maintenant, c'est la manière aussi dont souvent les gens s'y prennent. Quand il y a un problème réel, il faut que les gens aussi fassent confiance aux structures de l'hôpital, telles qu'ils l'ont fait. Vous avez un souci, saisissez la direction et le dossier sera instruit normalement. Mais souvent, c'est sur les réseaux sociaux que vous apprenez qu'un tel est venu dire ça et ça. Bon, sur quelle base vous allez poursuivre un agent? Souvent, il n'y a même pas de nom, il n'y a même pas de service. On dit seulement à Yalagado, il y a eu ça et ça et ça et ça et ça. Bon, rien ne permet, même à la direction ou bien au ministère, de pouvoir interpeller éventuellement selon le niveau des responsabilités. Vous connaissez aussi la force de nos syndicats dans ce pays. Bon, ce n'est pas souvent facile si vous ne vous reposez pas sur des faits vraiment concrets, une procédure assez chose, ce n'est pas souvent facile de parvenir à la sanction. Parce qu'on trouverait toujours d'autres raisons pour dire si l'agent a fait ça, peut-être c'est parce que... Bon, donc, mais je suis d'accord avec vous que, en tout cas, il y a certaines fautes en milieu de santé qu'il ne faut pas tolérer. D'accord, merci bien. On a parlé de la question de la communication, l'humanisation à l'hôpital et dans les services de santé. Nous étions avec Sangaré Dibia Robert, ancien directeur général du CHU Yalagado Ouedraogo. Nous étions avec Nouradine Abakar Kanika, médecin directeur adjoint du CHU Renaissance de N'Djamena.
On espère que vous allez passer un bon séjour. Et on était aussi avec David Nana. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci beaucoup. Voilà. Le JDS ne se termine pas. Ici, il y a la partie sport et c'est après ce carton. Depuis hier donc, les supporters des Étalons, tout joyeux, après cette victoire étincelante que nous allons pouvoir avoir en image. Un très beau match qui nous a été livré hier, une première mi-temps avec une nette domination des Étalons qui était face au Cap-Vert. C'est dans le cadre des qualifications pour ce qui est donc de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il faut donc, comme on le voit au début du match, ce sont les hymnes et chacune des équipes marque ce moment qui est donc très important et les 11 des Étalons et l'arbitre qui donnera donc le top de départ et très vite les Étalons vont mettre la pression sur le Cap-Vert, mais il va falloir attendre la seconde mi-temps pour voir nos Étalons scorer et comme on voit ici en action, le premier but qui avait été raté, une occasion toute faite mais ressortie par l'un des Étalons et c'est justement à la 58e minute que Hassan Bandé sur un centre de Dango Ouattara va parvenir à scorer un très beau but et le deuxième va arriver à la 88e minute. But de Dango Ouattara, cette fois-ci sur une belle offrande de Issa Kaboré et il faut préciser donc que le Burkina Faso termine donc premier de cette poule B. Le Burkina Faso qui a 3 points plus 2. Après vient le Togo avec 1 point, l'Eswatini 1 point. On va dire qu'ils sont deuxième ex-aequo. Voilà le joli but dont nous parlions, celui de Hassan Bandé. C'était à la 58e minute, un joli centre de Dango Ouattara. Et puis il faut dire que le Cap-Vert est donc troisième avec 0 point. Je reçois sur ce plateau avec moi Claude Romba. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy. On a les images donc, que nous sommes en train de partager de ce match d'hier, la victoire première de Vélud. Appréciation de ce match-là. Il faut dire que les Étalons ont été concentrés. On a vu une équipe assez sérieuse du Burkina Faso qui ne s'est pas beaucoup emballée, qui a été une équipe très patiente, qui a joué son jeu et qui a marqué au moment où il fallait avec donc 2 buts pratiquement identiques. C'est dire que c'est des façons de jouer qui ont été travaillées à l'entraînement. Je pense qu'on a vu une équipe du Burkina Faso qui n'a pas véritablement changé son identité de jeu. Peut-être qu'on va attendre encore pour voir la véritable touche donc de Hubert Velud, mais quand même on a vu une équipe assez sérieuse, une équipe volontaire, une équipe rigoureuse. Voilà, donc à partir de là, on peut dire que Hubert Velud est venu pour renforcer la rigueur qui était déjà, ça il faut le dire, et que voilà, cette équipe a gagné 2 buts à 0, même si les statistiques donnent l'équipe des Cap-Vert avec la possession de balles, il faut dire que les Étalons étaient les plus dangereux et ils ont marqué au bon moment, ils ont été assez sérieux. Je pense que j'apprécie très positivement cette première sortie des Étalons parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties autour de la préparation des Étalons, mais qu'à cela ne tienne, ils ont su rester costauds, ils ont su rester dignes. Donc, et comme on peut le dire, ils sont restés donc fidèles à leur réputation par rapport donc à cette équipe capverdienne. Qui a été votre coup de cœur? Le coup de cœur, c'est, je crois, c'est qui, Dango Ouattara qui véritablement qui donne le premier but, voilà, qui donne le premier but et qui marque le second but, et puis vraiment qui a été impliqué dans presque toutes les actions offensives. On l'a vu qu'il provoquait beaucoup sur son côté, dans la percussion, dans la provocation, il y était là. Et donc voilà, ça prouve que quelque part ce garçon a pratiquement gagné sa place dans cette équipe des Étalons. Et puis, on a vu également aussi un garçon comme Bandaogo, qui était sa première sélection, mais qui n'a pas été du tout ridicule, qui, au contraire, a été présent, qui a montré beaucoup d'agressivité et qui, voilà, je pense que l'un dans l'autre, on a vu quand même une très bonne équipe. Je pense que, mais, quoi qu'on dise, c'est Dango Ouattara qui a beaucoup pris de l'étoffe dans cette équipe des Étalons.
Et puis quand on regarde, il y a beaucoup de maturité. Et puis il y a quelque chose que vous disiez tout à l'heure, on sent qu'il y a des choses qui sont préparées, qui sont tentées en entraînement. Moi je me rappelle, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais c'était sur une occasion litigieuse, un coup franc. Vous regardez, de peu, le Cap-Vert allait se faire surprendre. Tout à fait, je pense que c'est un peu ça. On a montré la variété dans l'exécution des coups francs. C'est-à-dire que là, on a vu que c'était préparé à l'entraînement. Dango Ouattara qui feint de frapper et qui coulisse pour un de ses partenaires qui, après le gardien qui enlève le ballon. Mais déjà, on voit qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les positions standards en football, qui doivent être, je crois, travaillées de telle sorte que ça soit des situations de but. Aujourd'hui, les coups francs sont devenus pratiquement des situations de but. Donc, il appartient aux entraîneurs de bien travailler sur ces coups francs, de varier surtout, pour ne pas que ça soit prévisible. Quand vous arrivez, on sait que c'est prévisible. C'est vrai que le Burkina Faso était doté d'un joueur gaucher magique qu'on appelle Alain Traoré, malheureusement, qui n'est pas sélectionné, mais qui pourrait aussi, pourquoi pas, je pense que vu de ses performances aussi, pourquoi pas, parce que aujourd'hui, ces gens de joueurs-là sont devenus des denrées rares et qui sont intéressants pour une équipe qui peut débloquer la situation à tout moment. C'est vrai que je ne dis pas qu'Alain Traoré va venir jouer 90 minutes, c'est vrai, avec l'âge et tout, mais c'est des suggestions pour montrer que l'équipe nationale doit être ouverte à tout le monde. Tous ceux qui sont performants dans le moment peuvent venir. On a vu donc Charles Caboret qui a retrouvé une équipe de deuxième division en France qui est Niort. Peut-être que s'il est dans s'il est dans des conditions optimum en termes donc de performance, en termes donc de sensations, voilà. Il peut aussi revenir, c'est vrai, 37 ans, 38 ans. Il y a le poids de l'âge quand même. Mais vous voyez Karim Benzema aujourd'hui, c'est pour dire qu'aujourd'hui le football a complètement changé. On ne parle plus d'âge en football. C'est vrai, autant on voit des joueurs, on voit donc qu'on bat rapidement les records de précocité avec les jeunes qui sont soit à 17 ans, 16 ans et demi, qui font mal. Autant on voit aujourd'hui des joueurs qui ont un âge avancé, mais qui sont là. On voit Cristiano Ronaldo qui est là, on voit Karim Benzema aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai qu'avec les Roger Mila et tout ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui le football est en train d'être repensé de telle sorte que tout le monde peut avoir sa place, pour peu qu'on soit performant, pour peu qu'on ait une hygiène de vie remarquable et qu'on peut jouer encore très longtemps au football et être performant. Voilà. Et donc la clé, ou en tout cas le critère, va être la performance. Et je pense que là, en partie de performance, il n'y aura pas d'âge. Et celui qui est très performant, même à 40 ans, si vous êtes performant, que vous marquez des buts, ou en tout cas que vous êtes indispensable, on va vous appeler. C'est aussi ça, ça montre que tout le monde doit pouvoir travailler et que voilà, les jeunes vont envoyer la fougue de la jeunesse et puis l'imprévisibilité, l'insouciance. C'est vrai, les plus anciens vont aussi apporter leur expérience, mais également aussi, mais le dénominateur commun doit être la compétitivité. Il y a l'autre match, c'était Togo et Eswatini. C'était 2-2. 2 buts partout. Ça nous arrange. Tout à fait. Ça nous arrange. Tout à fait. C'est une petite surprise, il faut dire, parce que bon, on ne s'attendait pas à ce que les Swatini puissent donc donner du tournis comme ça à l'équipe du Togo. Mais ce n'est que la première journée. Il peut y avoir des faux pas. C'est quand même 6 journées, il faut le dire. Donc le Burkina commence très bien. C'est bien. Maintenant, il faut confirmer. Déjà mardi, face à l'Eswatini du côté donc, de Nelspruit en Afrique du Sud. Nelspruit a une ville qui réussit bien au Burkina Faso. Et donc, si le Burkina empoche déjà le plein de points avant donc, de recevoir l'équipe du Togo, et je pense que, oui, avant de recevoir l'équipe du Togo, je pense que c'est déjà pas mal. Et après, parce que la double confrontation contre le Togo lors de la prochaine fenêtre FIFA, ça pourrait donc permettre au Burkina Faso, pourquoi pas, déjà de prendre une option très sérieuse pour la Côte d'Ivoire 2023. Si on est qualifié avant, je pense que ça serait tant mieux, parce que la Côte d'Ivoire c'est juste à côté. Un petit reportage qu'on va partager et après on va discuter. C'est sur la question de l'équipementier. On se pose toujours des questions. On a entendu parler d'un appel d'offres, mais on a présenté Velude avec un maillot qui était estampillé Touvio, alors que on nous vendait que Touvio, ce n'était plus l'équipementier. Beaucoup de questions et cela est partagé dans ce reportage.
quel équipementier pour les étalons du Burkina Faso? Une question en apparence banale, car il paraît impossible aujourd'hui d'évoluer dans le conseil des meilleures nations du football sans associer son image à un équipementier sportif. Lors du match international amical face à la Belgique en mars dernier, c'est avec des maillots estampillés Puma que l'équipe burkinabé s'est présentée. Le raccourci avait été vite fait, Puma revenait au Burkina Faso. Une conclusion trop vite tirée. Les étalons ne joueront visiblement pas les premiers matchs des éliminatoires de la CAN avec la firme allemande, mais plutôt avec des maillots Tovio. En l'absence d'un accord avec un équipementier fixe et en attendant d'en trouver suite à l'appel à candidature lancé par la FBF, Tovio revient certainement pour jouer les pompiers avec Puma. Et contrairement à ce qui avait été laissé croire, il n'y a donc aucun accord. En simple, pour les différentes sorties, les étalons se devaient de commander le matériel nécessaire. Face à la facture salée exhibée par Puma, 51 millions de nos francs pour les matchs face au Cap-Vert et à l'Eswatini, la FVF fait volte-face. Impossible de supporter une telle ardoise, le ministère ayant opéré d'importantes coupes dans le budget soumis pour ces 2 premières journées. Annoncé en grande pompe, le retour de Puma ne se passe pas comme pressenti. Solution, se rabattre sur Tovio, Kappa ou tout simplement jouer avec des maillots non estampillés. Si la solution qui s'annonce paraît provisoire, la FBF ayant lancé un appel à candidature pour les camisoles des étalons, il apparaît très clair que la fêtière de notre football est responsable de cette situation. Tovio, on le sait, a certainement fait preuve de défaillance à certains moments, notamment lors de la CAN au Cameroun. Les maillots officiels auraient été livrés à la veille du premier match. Pour sa défense, l'équipementier burkinabé estime avoir reçu confirmation du bon de commande de la fédération que très tardivement. Le 18 décembre, soit à une semaine du départ pour le stage à Abu Dhabi. La FBF aurait-elle lui envie d'en finir rapidement avec le contrat de Tovio qu'elle ne s'y aurait pas pris autrement? Pourtant, la FBF n'avait pas hésité, maladroitement du reste, à présenter Hubert Velud avec un maillot Tovio. Pour la CAN 2021, il semblerait que Kappa avait été tenu en alerte et s'était montré capable de prendre la relève de Tovio au cas où l'équipementier burkinabé n'arrivait pas à livrer les maillots dans les délais. Pour les 2 matchs, Cap-Vert et Swatini, la FBF se serait dirigée vers Tovio afin de sauver la face. Pourquoi se fatiguer à chercher si loin ce qu'on a déjà sous la main? À la Fédération burkinabé de football, on semble aimer tout ce qui vient de loin. On va dire un reportage qui met les pieds dans les plats. Hein, tout à fait. Avec la question de l'équipementier. Avec la question de l'équipementier. Mais vraiment, moi, je trouve ça... Excusez-moi du terme, hein, je pense que bon, on est assez friand aussi des polémiques inutiles. Voilà, que ce soit aujourd'hui, pourquoi faire la polémique autour d'un équipementier, quelque chose qu'on paye. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas, pour pas que les gens suivent l'heure, que vous voyez tous ces équipementiers-là, l'équipement que les étalons portent là, le ministère paye. C'est ça. Donc je ne vois pas là où il y a toujours des problèmes, des polémiques à un point fini. À mon avis, peut-être c'est des questions de ristourne. C'est tout, sinon on paye. Voilà, peut-être que c'est la question des ristournes qui vont peut-être envoyer des problèmes, sinon en réalité ça ne pose aucun problème. Maintenant, il faut aider les entreprises nationales, locales à monter. On a vu le Mali qui, donc je crois qu'ils abordent toujours Hermès, sans faire la publicité à Hermès, mais c'est malien. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on a eu le nœud creux de relancer une entreprise comme Tovio qui est nationale. Mais quoi qu'on dise, que ce soit Tovio, que ce soit Puma, que ce soit Kappa, on paye. Vous commandez. Oui, mais vous regardez ce que vous voulez, vous payez. Mais il y a la question quand même des coûts. Si vous, voilà, oui, c'est donc c'est la question des coûts. Maintenant, si on est tous d'accord que, au lieu de donner ça à des étrangers, en griffe, je ne suis pas xénophobe ni rien, au lieu de donner ça, mais on peut aider les entreprises nationales à monter. Maintenant, si on pose la question donc de la diligence dans la livraison du matériel, ça se discute. C'est cela. Ça se discute. On n'a pas besoin de polémiquer pour ça. On perd de l'énergie, on perd du temps, on crée une atmosphère, comment dirais-je, assez lourde, de façon inutile autour de l'équipe pour des questions qui n'en valent pas la peine. À mon avis. Mais ce qu'on ne comprend pas, on appelle toujours Tovio en pompier, mais on remet... Mais Tovio va venir parce que Tovio fait du commerce. Si vous l'appelez, même si vous l'appelez dernièrement, mais tant que tu vas voir, comment dirais-je, sa facture payée, ben elle va faire diligence pour envoyer. Maintenant, la question, quand vous signez ce contrat, ce type de contrat, c'est un contrat, ça veut dire que ça se passe entre les deux parties. Donc, il n'y a plus question de voir autre personne, c'est vous qui êtes l'équipementier officiel attitré pour fournir du matériel aux étalons. À partir de ce moment, toutes les
les technologies, l'innovation que vous apportez à votre maillot, vous trouvez une tribune pour pouvoir véhiculer ça à travers donc cela. C'est tout. Donc, je ne vois pas là où il y a... Regardez l'équipementier, le maillot que les étalons ont porté. C'est comme le Ghana. Parce que Puma habille aussi les Ghanéens. Mais pour Puma, on était à quoi? La facture, c'était 50 millions. On parle de 50 millions pour cette fenêtre-là. Alors que c'est 50 millions pour quoi? Livré pour 2 matchs, c'est ça? Voilà. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va jouer 50 millions en 2 matchs? Mais c'est parce qu'on n'a pas... Si vous avez un contrat sur l'année, on peut vous fournir le matériel. On vous fournit tout le matériel. Après, maintenant, comment ça va? Les modes de paiement vont se... Voilà. C'est pour cela qu'il y a un contrat. Pour ne pas que ça soit au jour le jour. S'il y a un contrat, ce n'est pas une question de au jour le jour, mais c'est une question, on peut même planifier sur une année. Vous livrez le matériel sur une année. On vous livre tout le matériel avec des commandes de livraison et tout. Maintenant, quand on arrive à une échéance comme la CAN, ça devient donc, voilà, c'est autre chose. On n'a plus besoin de courir pour dire, bon, il faut faire bon de commande. Non, on n'a plus besoin de ça. Donc je pense que c'est aussi ça. Et tout le monde est tranquille. À partir du moment où vous signez sur 2-3 ans, vous êtes tranquille par rapport aux équipements. Mais si on doit toujours revenir encore pour dire, bon, écoutez, parce que non, il faut aller sur des questions. Après, quand les gens vont se poser des questions, mais pourquoi à chaque fois faire des bonnes commandes par match et tout ça, au finish, ça revient encore plus cher. C'est ça. Non seulement ça revient plus cher, et puis bon, on peut se poser des questions aussi sur ce qui se passe autour. Donc, je pense que la fédération a été vraiment très maladroite de vouloir se débarrasser comme ça de Tovio, alors qu'elle aussi, elle a un rôle à jouer, c'est de pouvoir aussi permettre la promotion. Aujourd'hui, nous n'avons pas peut-être un équipementier qui a atteint ce niveau-là, et que nous, on doit pouvoir être cette tribune-là, parce que d'autres pays l'ont expérimenté. C'est ça. D'autres pays l'ont expérimenté, et je pense que Tovio va aller très loin. Il est évident que après le Burkina Faso, c'est sûr que Tovio aussi va peut-être conquérir d'autres pays. Et je pense aussi qu'ils doivent se mettre dans cette visée-là que de vouloir rester tout le temps à regarder le Burkina Faso. Si le Burkina ne vous veut pas, en faisant des commandes, tout ce que le Tovio a pu montrer comme qualité. Voilà. Maintenant, il y a aussi des critiques que Tovio doit prendre en compte. Voilà, notamment la question de la livraison à temps du matériel. Deuxièmement aussi, comme c'est un équipementier national, local, burkinabé, il doit aussi prendre en compte le fait que les étalons, le peuple burkinabé doit pouvoir aussi donc avoir ces maillots-là de façon que ces maillots soient disponibles en tout temps. Mais quand on va en quantité, voilà, parce qu'à la veille d'une Coupe d'Afrique, quand vous arrivez dans les boutiques Tovio et qu'il n'y a pas de maillot estampillé étalon, après vous posez des questions. Et donc, quand il y a la polémique comme ça, le citoyen se dit, mais vraiment, apporte de l'eau au moulin aussi de la fédération pour dire, ah oui, parce que nous-mêmes, on n'arrivait même plus à avoir des maillots, alors que si ça a été commandé tard, il faut mettre toutes les dispositions, parce que vous étiez déjà l'équipementier, il faut mettre toutes les dispositions pour éviter cela, pour permettre d'avoir que les maillots soient disponibles et pour les citoyens et pour l'équipe nationale, parce que vous êtes au Burkina Faso, et je pense que c'est quelque chose qui est dans le corps de Tovio. Au cas échéant, Tovio aussi voilà, il faut aussi voir comment on peut aussi travailler aussi en synergie, en pool, pour pouvoir grandir. Ça aussi, c'est des possibilités. Donc je pense que pour moi, cette polémique n'avait pas forcément lieu d'être. Maintenant, comme elle est sur le tapis, ben, on en parle, mais à mon avis, pour quelque chose qu'on paye aussi, je pense qu'il faut que ça se tranche. Voilà. Et je pense qu'il faut aller vers Tovio, qui est national, permettre donc à cet équipementier-là d'habiller. Pour moi, si j'étais au ministère des Sports, Tovio habiller toutes les équipes nationales dans toutes les catégories, pas seulement qu'en football, dans toutes les disciplines, parce qu'ils ont la qualité pour le faire. Maintenant, quitte à Tovio, maintenant, ou bien en tout cas prendre un pool d'équipementiers burkinabés, que ce soit Tovio, Crasport, Planet Sport et tout, on les met ensemble, ils font un pool, et puis on leur donne tout ce qu'il y a comme équipement. Ça va permettre aussi de développer, comment dirais-je, parce que eux tous ensemble, il est évident qu'ils pourront fournir toutes les disciplines. Je suis d'accord. Une belle proposition en tout cas. On va donc fermer ce sujet-là. Une dernière à aborder. Laquelle?
Je vous demande une dernière actualité à partager avec vous. Une dernière actualité. On va conclure maintenant. Hein. Bon, sinon que de dire que mardi déjà les étalons vont jouer contre l'Eswatini du côté donc de Nelspruit. C'est la deuxième journée et puis bon, le championnat national lui il est fini bien entendu. Et puis voilà, l'AS Douane qui a perdu son entraîneur qui est parti, qu'il s'agit de Yaya Kone qui a décidé donc de quitter l'équipe de l'AS Douane donc sur la bonne manière, hein, avec une bonne note. Les deux parties se sont quittées à l'amiable et je pense que c'est déjà intéressant pour la suite de la carrière donc de Yaya Kone et également la suite pour l'équipe de l'AS Douane. Bon vent en tout cas et à l'AS Douane et à Yaya Kone. En tout cas, on va suivre le mercato du Burkina Faso. En tout cas, ça commence à bouger. Il y a beaucoup de comme on dit, hein, il y a beaucoup de rumeurs. On parle de Kamou Malo pour remplacer évidemment Yaya Kone à la tête de l'AS Douane parce que l'AS Douane a la campagne africaine. Mais comme je dis, ce n'est qu'à l'étape des rumeurs. On va attendre de voir. Merci bien Claude Omba pour vos éclairages dans cette partie sport du JDS. Le JDS aussi s'achève ici et maintenant. Ça a été un plaisir pour nous de partager ces 1h30 avec vous, de décryptage de notre actualité diverses et variées. On prend congé de vous ici et maintenant et d'ici dimanche prochain, portons-nous bien.